cœur du chaos qui a défini le XXe siècle, une force surgit, incarnant avec précision le visage le plus sombre du régime nazi, les redoutés SS. Sous le commandement de Heinrich Himmler, ce corps paramilitaire devint le pilier de la terreur nationale socialiste, alliant fanatisme idéologique, rigidité militaire et une dévotion obsessionnelle envers Hitler. Avec leurs uniformes noirs, leurs symboles soigneusement conçus et leur loyauté inébranlable, les SS ne furent pas seulement les exécutants de l'horreur, mais aussi les architectes d'un nouveau modèle de répression systématique. Ce qui avait commencé comme une petite unité d'escorte se transforma rapidement en une organisation toute puissante, influente à tous les niveaux du Troisième Reich. De la répression intérieure et de la persécution raciale jusqu'à la guerre totale sur les champs de bataille, les SS laissèrent une empreinte indélébile dans l'histoire contemporaine. Rejoignez-nous pour découvrir comment cette machine de pouvoir fut forgée et quel fut son véritable impact sur l'une des périodes les plus sombres de l'humanité. Bienvenue à Wartime Archive. Gardien de l'idéologie, la naissance des SS. Après sa libération de la prison de Landsberg en 1924, Adolf Hitler comprit que, s'il voulait consolider son pouvoir, il devait disposer d'un corps d'escorte bien plus fidèle et efficace que tous ceux qui l'avaient précédé. Il lui fallait des hommes capables non seulement de le protéger, mais aussi d'éliminer sans hésitation ses opposants dans les rues. Ainsi, en avril 1925, il fit de nouveau appel à Julius Schreck, qui avait dirigé la défunte Stabswache, afin de former le Schutzkommando. Cette nouvelle unité naquit avec un petit groupe d'anciens membres des Freikorps dissous et de vétérans des troupes d'assaut de la Grande Guerre, les Stoßtruppen. La formation, qui commença avec seulement quelques dizaines d'hommes, fut rebaptisée Sturmstaffel et, plus tard, sur la suggestion de l'aviateur Hermann Göring, prit le nom de Schutzstaffel Escadron de protection, inspiré d'une unité aérienne de la Première Guerre mondiale. Avec le temps, elle allait devenir mondialement connue sous le nom de SS. La sélection de ses membres obéissait à des critères très stricts. Les sections régionales du parti nazi recevaient des consignes pour proposer des candidats correspondant à un profil précis des hommes âgés de 25 à 35 ans, enregistrés officiellement, sans casier judiciaire, parrainés par 2 militants du parti, en excellentes conditions physiques et au comportement exemplaire. Les candidats retenus étaient intégrés dans de petits groupes de 11 hommes, un chef et 10 subordonnés, appelés Zehnerstaffeln. Ils portaient un uniforme noir avec un brassard rouge frappé de la croix gammée, complété par une casquette arborant l'emblème de la tête de mort, Totenkopf, déjà utilisé auparavant par les troupes de choc allemandes. En avril 1926, les SS comptaient déjà 1 millier de membres répartis en 75 sections à travers toute l'Allemagne. La direction générale, la SS Oberleitung, fut confiée d'abord à Schreck, qui démissionna ensuite pour devenir le chauffeur personnel de Hitler. Il fut remplacé par Joseph Berchtold, qui introduisit le titre de Reichsführer. Puis, en 1927, Erhard Heiden prit la relève, avant qu'en janvier 1929, Heinrich Himmler n'assume le commandement, amorçant une phase d'expansion et de transformation. Himmler rencontra Hitler et parvint à le convaincre que les SS devaient devenir le bras armé principal du parti, reléguant les SA d'Ernst Röhm, dont les actions suscitaient déjà l'inquiétude. Dès lors, ils commencèrent à recruter des jeunes dès l'âge de 18 ans, moyennant le paiement de l'uniforme et de l'équipement, et instaurèrent au sein des rituels pseudo-religieux, des examens raciaux et des tests physiques, tous destinés à préserver la pureté germanique. Les SS reçurent également le privilège de garder la Blutfahne, le drapeau ensanglanté du Putsch raté de Munich, considéré comme un symbole sacré du nazisme. Cet honneur, conjugué à une intense campagne de propagande dans des médias comme le Völkischer Beobachter, stimula une croissance rapide de l'organisation dès 1930. En avril 1931, les tensions entre SA et SS montèrent en flèche. Les SA tentèrent de prendre le contrôle de plusieurs sièges du parti dans des régions comme le Brandebourg et le Mecklembourg, mais se heurtèrent à la résistance acharnée des SS,
particulièrement à Berlin, où ceux-ci restèrent loyaux à Hitler. L'échec de cette tentative révéla au grand jour la fracture entre les deux formations. En 1932, les SS adoptèrent la devise « Die Kampfzeit war die beste Zeit ». Les meilleurs temps furent ceux de la lutte en mémoire des 13 membres tombés et des plus de 100 blessés lors d'affrontements de rue avec le Front Rouge. Malgré ces pertes, en janvier 1933, leurs efforts portèrent leurs fruits pendant la campagne électorale. Les SS protégèrent les rassemblements du parti et Hitler accéda au pouvoir comme chancelier. Peu après, l'incendie du Reichstag fournit à Hitler le prétexte idéal pour accorder, le 29 février, des pouvoirs extraordinaires aux SA et aux SS. Ces dernières reçurant des armes et des fonctions policières. Sous la direction de Himmler, les SS lancèrent une persécution systématique des opposants politiques, arrêtant, frappant et éliminant ceux jugés dangereux. Elles initièrent aussi des campagnes de harcèlement contre la communauté juive. Devant la surpopulation carcérale, fut créé le premier camp de concentration Dachau, près de Munich. Puis vinrent Sachsenhausen et Buchenwald, administrés par la branche connue sous le nom de Totenkopfverband, tête de mort. Alors que les SS s'imposaient comme force policière et politique, l'affrontement avec les SA s'intensifia. Röhm aspirait à une seconde révolution plus radicale, tandis que Himmler préférait maintenir l'ordre établi par Hitler et éviter toute provocation vis-à-vis du haut commandement militaire allemand, qui craignait que le nazisme ne dégénère en un communisme déguisé. Les membres des SS commencèrent à désigner ceux des SA avec mépris, les appelant « steak brun » à l'extérieur, « rouge » à l'intérieur. La tension atteignit son paroxysme lorsque Hitler, craignant une insurrection, ordonna une purge. Entre le 28 et le 30 juin 1934, les SS menèrent une série de rafles qui entrèrent dans l'histoire sous le nom de Nuit des longs couteaux. Plus de 300 personnes furent exécutées, dont Ernst Röhm, abattu dans sa cellule, ainsi que d'autres hauts responsables des SA. Des opposants tels que Gregor Strasser, Erich Klausener ou Gustav von Kahr furent également éliminés. Avec les SA totalement démantelés et placés sous le contrôle de Viktor Lutze, Hitler proclama officiellement, le 20 juillet 1934, la création de la Allgemeine SS. Forte de plus de 200 000 hommes, cette structure devint non seulement la police politique du régime, mais aussi l'un des piliers essentiels de la domination nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Forgée dans le fanatisme, la sélection et la formation des SS. Intégrer les rangs des SS durant le Troisième Reich n'était pas une tâche aisée. Entre 1933 et 1945, le processus de recrutement exigeait une préparation physique et intellectuelle rigoureuse. L'objectif était de forger une élite idéologique et militaire. À ses débuts, de nombreux candidats provenaient des anciens Freikorps ou étaient des vétérans de la Grande Guerre, mais ce profil évolua après l'accession de Hitler au pouvoir. Dès lors, les SS commencèrent à recruter principalement parmi les agents de police et les membres des jeunesses hitlériennes. Après l'épuration des SA lors de la fameuse Nuit des longs couteaux en 1934, le recrutement se concentra presque exclusivement sur de jeunes Allemands sans expérience préalable. Le filtre était drastique, un seul candidat sur 10 était accepté. Les postulants devaient présenter un casier judiciaire vierge, démontrer que leurs parents affichaient une conduite politique conforme au régime, être exempts de maladies héréditaires et fournir un arbre généalogique arien remontant au moins jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Une fois cette première étape franchie, ils étaient examinés par une commission raciale composée d'experts en eugénisme et en médecine. L'examen médical incluait l'évaluation de la forme du crâne, la couleur des yeux, une taille minimale d'1,75 m et une excellente constitution physique. Enfin, ils passaient un test de discipline, on leur posait des questions auxquelles ils devaient répondre avec calme et fermeté, mais sans arrogance. Une fois l'ensemble des épreuves validées, la pureté raciale et l'alignement idéologique étaient analysés avant de confirmer leur admission. Les admis recevaient un uniforme noir sans insigne, car ils n'étaient pas encore membres officiels. Ils suivaient alors une formation physique et idéologique intensive. En septembre, s'ils réussissaient l'entraînement,
Ils recevaient leurs insignes ainsi que leurs cartes d'affiliation, devenant ainsi cadets. 2 mois plus tard, le 9 novembre, date anniversaire du putsch manqué de Munich, ils prêtaient serment de fidélité à Hitler et acquéraient le statut complet de soldats des SS, intégrant officiellement l'Ordre noir. En tant que soldats, ils exerçaient des tâches civiles durant la journée et participaient à des réunions et assemblées le soir ou le week-end. Ils prenaient part au service national du travail impliquant des travaux publics, puis étaient transférés à la Wehrmacht pour 2 années de service. Parallèlement, ils recevaient une formation militaire au maniement des armes et aux tactiques de combat. Après leur passage dans l'armée, ils retournaient à la vie civile pour compléter une ultime phase d'endoctrinement axée sur les lois, les codes de conduite et les valeurs de l'organisation. Ce n'est qu'à ce moment qu'on leur remettait le symbole final de leur appartenance, le poignard des SS et la reconnaissance en tant que vétérans de l'Ordre noir. Tous les membres étaient classés selon des critères et ratios. Leur origine biologique était évaluée et ils étaient répartis dans 8 branches aryennes, nordiques, alpines, méditerranéennes, dinariques, baltiques, arménoïdes, irano-afghanes et indiennes, toute autre race mixte étant exclue. À l'origine, seuls les nordiques et alpins étaient admis, considérés comme l'élite du prétendu peuple germanique supérieur. Cependant, à mesure que la Seconde Guerre mondiale progressait, d'autres catégories furent intégrées, comme les Baltiques, Méditerranéens ou Dinariques. Au milieu du conflit, le critère racial perdit de son importance face à la nécessité de combattre le communisme. L'Ordre noir se transforma de facto en une armée multiraciale, en particulier au sein des Waffen-SS. Ainsi furent intégrés des slaves, des Arabes, des Indiens, des Asiatiques orientaux et même des Africains. Les seuls groupes sandossiers totalement exclus furent les Juifs, les Tziganais et les Polonais, qui ne firent jamais partie des rangs des SS. Bureaucratie de la terreur, l'administration des SS. La Allgemeine SS, connue comme l'Ordre noir, fonctionnait comme une structure de pouvoir parallèle, une sorte d'État dans l'État que Heinrich Himmler dirigeait en toute autonomie. Bien que ces fonds proviennent du Parti national-socialiste et du ministère des Finances du Reich, son fonctionnement n'était pas subordonné à la chancellerie. Les SS mirent en place leur propre réseau administratif, les Hauptämter, un ensemble de bureaux opérant comme des institutions souveraines. Intégrer la Allgemeine SS représentait un engagement qui allait bien au-delà du domaine militaire. Le mode de vie imposé exigeait d'assumer des fonctions policières, de participer à des manifestations civiles et de prendre part à des activités culturelles et récréatives. Le sport, par exemple, occupait une place centrale. Reprenant l'idée fasciste du culte du corps, les SS développèrent un réseau national de clubs sportifs dédiés à l'athlétisme, au ski, à la boxe, au football, à l'alpinisme et à d'autres disciplines. Une ligue d'entraînement physique fut également créée, récompensant les meilleurs athlètes par des médailles de Wimmelmilly de mérite et promouvant l'amélioration constante parmi les jeunes. Chaque club disposait d'un Landwehrband chargé d'évaluer les aptitudes physiques, de former aux premiers secours et de délivrer des certifications. Pour ces événements, une tenue réglementaire était utilisée, t-shirt blanc ou vert avec les runes SS imprimées sur la poitrine. Dans les premières années, de nombreux membres des SS pratiquaient des religions traditionnelles ou étaient simplement indifférents. Mais cela changea radicalement en 1934, lorsque Himmler, farouchement antichrétien, imposa une vision du monde néo-païenne fondée sur des croyances germaniques. Les symboles du christianisme furent remplacés et même le mot Dieu fut substitué par Gott. Les nouveaux membres étaient endoctrinés dès leur entrée dans cette foi imposée par l'organisation. De nombreux rituels s'inspirèrent directement du paganisme nordique, notamment les cérémonies de solstice ou les baptêmes, mais les plus emblématiques étaient les mariages. Pour les SS, la famille constituait un pilier de leur idéologie. Le mariage, les enfants et la continuité de la race aryenne étaient considérés comme des devoirs patriotiques. Dès 1931, un règlement spécial fixait les conditions pour se marier au sein de l'ordre. Les mariages se célébraient en plein air ou dans des bâtiments SS décorés de runes. La cérémonie était dirigée par le supérieur immédiat du marié.
Devant un autel où brûlait une flamme, les époux prêtaient un serment de loyauté, échangeaient des anneaux et recevaient du pain et du sel, symbole de fécondité et de pureté. Chaque couple devait s'engager à avoir au moins 4 enfants ou, à défaut, adopter des orphelins racialement adaptés afin de les élever dans l'idéologie nazie. À la naissance du premier enfant, Himmler envoyait en cadeau un ruban et un bavoir en soie bleue, accompagné d'une tasse et d'une cuillère en argent, représentant les cycles de la vie, naissance, foyer et mort. Rien dans les SS n'était laissé au hasard, pas même les uniformes, dont l'esthétique était pensée dans le moindre détail afin d'imposer respect, crainte et admiration. Plus qu'un vêtement militaire, c'était un outil de propagande visuelle. La célèbre tunique noire des SS, taillée à la perfection, descendait jusqu'aux bottes de cuir lustré. Sa silhouette rigide et élégante inspirait l'autorité. Le brassard rouge à croix gammée s'imposait comme une déclaration de loyauté absolue. Mais l'élément le plus distinctif restait la tête de mort argentée au col, symbole d'un engagement total, jusqu'à la mort. Ce design inquiétant résumait l'essence sombre de cette force. Complété par une casquette à visière rigide et des bottes impeccables, l'uniforme conférait à ses porteurs une image saisissante. Plus qu'un habit fonctionnel, c'était un instrument d'intimidation, de discipline et de contrôle. Toutefois, l'accès à l'uniforme dépendait du statut du membre, les temps partiels devaient l'acheter à leurs frais, tandis que les membres à plein temps le recevaient gratuitement. Pour répondre à cette demande, le parti met en place des ateliers de confection exclusifs. Si un membre vivait dans une ville sans point de vente, il pouvait le commander sur mesure. Et en cas de perte d'un vêtement en service, l'État le remplaçait, déchargeant l'individu de toute dépense. Chez les SS, même les détails les plus triviaux étaient gérés avec une précision chirurgicale. Entre admiration et rejet, les généraux allemands et les Waffen-SS. Pendant le conflit, la relation entre l'armée régulière allemande et les Waffen-SS fut tendue et ambiguë. Alors que ces dernières jouissaient d'une image d'élite au sein du régime nazi, de nombreux hauts gradés de la Wehrmacht observaient avec méfiance leur ascension. L'une des principales sources de mécontentement résidait dans le traitement préférentiel dont elles bénéficiaient, armement moderne, ravitaillement prioritaire et influence politique croissante. Cette inégalité suscitait du ressentiment au sein des rangs traditionnels, qui voyaient une organisation parallèle gagner les faveurs de Hitler. De plus, leur fidélité idéologique inflexible au nazisme éveillait des soupçons quant à leur véritable loyauté. Défendait-elle l'Allemagne ou le Führer? Erwin Rommel, l'un des généraux les plus éminents, portait un jugement critique sur les Waffen-SS. Dès la campagne de Pologne, il évita de leur confier des missions importantes, comme la protection directe de Hitler, témoignant ainsi de son manque de confiance. Lors de ses campagnes ultérieures en Afrique et en Europe de l'Ouest, il refusa de les commander, estimant qu'elles n'atteignassent pas le niveau professionnel de l'armée régulière. Pour lui, ces unités constituaient un instrument politique, non militaire. Même lorsqu'on lui attribua des divisions SS en Normandie en 1944, il les accepta par nécessité, non par conviction. Jamais il ne permit à son propre fils de s'enrôler dans leur rang. À l'inverse, Erich von Manstein adoptait une attitude plus pragmatique. Malgré ses critiques envers le caractère idéologique et le favoritisme politique dans les promotions au sein des Waffen-SS, il n'hésita pas à les utiliser lorsque la situation l'exigeait. Sous son commandement, ses troupes participèrent à des campagnes clés comme la contre-offensive de Kharkov ou la bataille de Kursk. Manstein reconnaissait leur utilité tactique, mais se méfiait de leur autonomie. Il craignait qu'à l'instar des SA dans les premières années du régime, les Waffen-SS ne cherchant à remplacer l'armée régulière en tant que bras armés officiels du national-socialisme. Au début de 1945, alors que le Reich vacillait, Heinz Guderian proposa le retour de Manstein au haut commandement. Il affirmait que ses compétences stratégiques étaient indispensables. Hitler rejeta l'idée, arguant que Manstein ne pouvait diriger que des unités bien équipées, inexistantes à ce stade du conflit. Cette réponse révèle combien Manstein attachait de l'importance à la qualité de ses troupes. Pour lui,
Seules des formations comme les Waffen-SS, à leur apogée, étaient capables de mener des opérations complexes. Le ressentiment de la Wehrmacht à l'égard de ces unités s'estompait souvent sur le front. Dans les moments critiques, lorsque l'ennemi surpassait en nombre et en puissance, l'arrivée des Waffen-SS changeait fréquemment le cours de la bataille. Leur férocité et leur détermination étaient indiscutables. Les témoignages recueillis sur le front de l'Est concordent lorsque tout semblait perdu. Ce furent les divisions SS qui tenaient la ligne ou lançaient des contre-attaques désespérées. Tout au long du conflit, leur influence ne cessa de croître. Alors que dans les premières années, elles restaient subordonnées à la Wehrmacht, dans les derniers mois du Troisième Reich, leur rôle devint prépondérant. La direction nazie, de plus en plus désespérée, plaça davantage sa confiance en elles. Leur fanatisme et leur disposition au sacrifice étaient des qualités précieuses au moment où tout s'effondrait. En 1945, l'armée allemande était morcelée. Pourtant, face à la défaite imminente, un sentiment commun émergea parmi les soldats. Des différentes branches résistaient jusqu'au bout. Malgré les doutes exprimés par des figures bien comme Rommel, Guderian ou Manstein à propos des Waffen-SS, leur rôle sur le champ de bataille fut crucial. Quoique controversées et redoutées, elles laissèrent une empreinte indélébile dans l'histoire militaire du Troisième Reich. L'arme de la nouvelle ère, le STG-44 et les Waffen-SS. En pleine Seconde Guerre mondiale, les besoins du front poussèrent l'âme. L'Allemagne a recherché une arme capable de combiner la puissance de feu d'une mitrailleuse avec la polyvalence d'un fusil. Le résultat fut le Sturmgewehr 44, considéré comme le premier fusil d'assaut moderne. Conçu en 1942 par Hugo Schmeisser et son équipe, ce fusil révolutionnaire utilisait une cartouche intermédiaire, offrant ainsi une cadence de tir équilibrée et une portée efficace. Son impact fut particulièrement marqué au sein des Waffen-SS, qui l'adoptèrent rapidement et l'employèrent avec une efficacité dévastatrice dans des combats clés comme celui des Ardennes. Malgré ses avantages tactiques, produire le STG-44 à grande échelle constitua un défi colossal. L'ambitieux objectif de fabriquer des millions d'unités, accompagné par la demande de plus de 200 millions de cartouches par mois, exigeait des ressources qu'à ce moment-là l'Allemagne ne pouvait fournir. Il aurait fallu au moins 86 000 travailleurs supplémentaires pour atteindre ces objectifs, un chiffre impossible à réaliser face à l'épuisement de la main-d'œuvre et aux fronts ouverts dans de multiples régions. Les usines tournaient à la limite, sous attaque constante des Alliés, et la pénurie de matières premières compliquait encore davantage toute tentative de production soutenue. Au début du conflit, l'armée allemande dépendait principalement du Kar 9 8K, un fusil à verrou précis à longue distance, mais peu adapté au combat, rapproché caractéristique du front de l'Est. Les batailles urbaines et les affrontements à courte distance dans des terrains comme ceux de Russie démontrèrent la nécessité d'une arme plus flexible. Ainsi naquit le STG-44, un fusil utilisant des munitions de 7,82 par 33 mm moins puissantes que celles du Kar 9 8K, mais idéal pour un tir rapide et avec un recul réduit. Il pouvait tirer en mode automatique ou semi-automatique, s'adaptant à diverses situations de terrain, ce qui en faisait une ressource inestimable. Le Sturmgewehr fut initialement réservé aux Waffen-SS, symbole de l'élite idéologique du Troisième Reich. Leur férocité et leur fanatisme exigeaient une arme permettant d'exécuter des opérations rapides et létales. Avec le STG-44, ces unités gagnèrent une mobilité inédite et une capacité de feu soutenue. Alors que les fusils traditionnels restaient utiles dans des positions défensives, le nouveau fusil d'assaut excellait dans les offensives éclairs, le nettoyage de bâtiments et les environnements où la réaction immédiate était décisive. C'était une arme créée pour une guerre de manœuvre rapide. L'un de ses moments les plus représentatifs fut la bataille des Ardennes en 1944. Dans cette offensive visant à percer les lignes alliées à l'ouest, les Panzergrenadiers, infanterie mécanisée de soutien aux blindés, utilisèrent le STG-44 comme outil principal lors d'embuscades, d'incursions dans les forêts et de prise de petites localités.
Ces soldats, entraînés à opérer dans des conditions extrêmes, surent exploiter chaque avantage qu'offrait le nouveau fusil, de sa légèreté à sa capacité de tir automatique dans des espaces restreints. Cependant, le problème résidait moins dans le design que dans la logistique. À mesure que la guerre s'éternisait, la pénurie de munitions devint un obstacle insurmontable. Malgré les projets de production massive, le manque d'ouvriers Keibatsuya qualifiés et les bombardements alliés incessants sur les centres industriels empêchèrent d'atteindre les objectifs fixés. Les estimations étaient claires pour soutenir la production du STG-44 et de ses munitions. Il fallait des dizaines de milliers d'employés supplémentaires et des lignes de montage spécialisées, dont beaucoup ne purent jamais voir le jour. Ces difficultés entraînèrent le fait que de nombreuses divisions ne reçurent que des quantités limitées de l'arme. Même des unités prioritaires, comme la première division d'infanterie, durent gérer leurs cartouches avec précaution, en réservant leur usage à des affrontements spécifiques. On rapporte souvent des combats où les soldats possédaient une STG-44, mais ne disposaient que de quelques chargeurs, limitant ainsi le véritable potentiel de l'arme sur le terrain. Le développement du STG-44 marqua également un tournant dans la conception de l'armement mondial. Son succès conceptuel inspira la création d'armes futures, comme l'AK-47 soviétique, qui reprit plusieurs de ses principes, mais mieux adaptés à une production massive et économique. Le STG-44 avait démontré que la guerre de l'avenir ne se gagnerait pas uniquement avec la précision à longue distance, mais aussi avec l'adaptabilité, la mobilité et une puissance de feu continue. Avec le temps, le Sturmgewehr 44 s'imposa comme l'une des armes les plus influentes du XXe siècle, non pas tant par le nombre d'unités fabriquées, limité en comparaison des besoins du Reich, mais par l'impact qu'il eut sur les doctrines militaires et l'évolution de la technologie armurière. Pour les Waffen-SS, il représenta l'outil idéal pour concrétiser leur style de guerre offensif, rapide et brutal. Et bien que le rêve d'équiper l'armée de millions de ces armes ne se soit jamais réalisé, le STG-44 laissa un héritage technique indélébile. Sa silhouette, son fonctionnement et son efficacité dans les situations les plus extrêmes en firent un symbole de la dernière phase du conflit et du désespoir allemand face à un destin déjà scellé. Le poing d'acier de Hitler, les Panzergrenadiers SS. Les Panzergrenadiers SS étaient des unités d'infanterie mécanisées intégrées aux Waffen-SS, conçues pour opérer en coordination avec les divisions blindées de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur rôle combinait la puissance offensive des véhicules blindés avec la mobilité de l'infanterie, leur conférant une capacité unique à progresser rapidement et à consolider des positions sur le front. Ces troupes étaient entraînées à combattre aux côtés des chars Panzer et se déplaçaient à bord de transports blindés comme le SD-KFZ 251. Leur équipement comprenait des mitrailleuses MG-42, des fusils d'assaut STG-44 et des lance-grenades Panzerfaust, faisant d'elles une unité à la fois létale et polyvalente. Dès l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, et sous une nouvelle organisation instaurée par Himmler, les Waffen-SS prirent une importance stratégique à l'Est, où les Panzergrenadiers émergèrent moins comme fer de lance du combat mécanisé. Bien que la propagande les présentât comme des guerriers invincibles, les archives du champ de bataille révélaient une réalité bien moins glorieuse. Durant les 5 premiers mois de l'opération Barbarossa, les Waffen-SS avaient déjà subi un taux de perte de 9, soit le double de celui du Heer. Cette différence mettait en évidence de graves lacunes dans leur préparation et leur tactique. Au lieu de corriger ces erreurs, le récit officiel renforça le mythe de leur héroïsme. Pour améliorer leur performance, on fit appel à Theodor Eicke, fervent partisan du régime et ancien commandant de camps de concentration. Sous sa direction, on tenta de corriger certaines failles tactiques, mais les Panzergrenadiers SS continuaient à montrer une inquiétante insuffisance dans le combat nocturne, la construction de fortifications, le camouflage et la coordination avec les blindés. Le manque de discipline de feu et l'absence d'un véritable entraînement en environnement hostile persistaient. Face à ces problèmes, le haut commandement choisit de compenser leurs faiblesses en leur attribuant davantage de véhicules blindés, transformant ces unités en une force hautement mobile et percutante.
spécialisés dans les opérations mécanisées. Mais le manque d'expérience dans l'utilisation de ces engins apparut clairement. Lors de la deuxième bataille de Kharkov, par exemple, les Panzer Grenadiers SS furent contraints de détruire plus de 30 chars afin d'éviter qu'ils ne tombent aux mains de l'ennemi, révélant leur faible maîtrise opérationnelle. Bien qu'ils aient disposé de modèles avancés comme les Panzer IV, Panther et Tiger, la mauvaise coordination entre infanterie et blindés réduisait considérablement leur efficacité. Ce n'est qu'après de multiples échecs et avec le temps que ces troupes parvinrent à atteindre un niveau tactique plus adéquat. Pendant ce temps, la propagande exploitait chaque petite victoire, bâtissant un récit d'exploits héroïques directement transmis à Hitler. Cela permit à Himmler de renforcer son pouvoir et d'obtenir davantage de ressources pour les Waffen-SS. Après l'effondrement de l'opération Barbarossa, Hitler commença à envisager une future Wehrmacht calquée sur le modèle des SS, où les Panzergrenadiers joueraient un rôle central en tant qu'infanterie d'assaut blindée. Pour Himmler, ce soutien constituait la confirmation de son influence croissante au sein du Troisième Reich, lui conférant le contrôle d'une force militaire qui, en plus de combattre, servait d'outil politique et idéologique. L'effort de propagande pour glorifier ses troupes fut méticuleux. Otto Anton, célèbre artiste graphique, réalisa des affiches soigneusement élaborées qui présentaient les SS comme une fraternité d'élite, faisant appel au patriotisme de la jeunesse allemande. Ces affiches mettaient non seulement en avant l'honneur supposé de servir comme garde personnel de Hitler, mais elles devinrent également un pilier du recrutement. Mais la propagande ne s'arrêtait pas là. Himmler créa un corps spécial de correspondants de guerre qui accompagnaient les unités au front, documentant leurs actions et les transformant en bulletins glorifiés diffusés ensuite dans la presse, à la radio et au cinéma. Dans les salles de projection, des segments consacrés exclusivement aux Waffen-SS étaient diffusés chaque semaine, assurant leur prédominance médiatique par rapport au reste de l'armée allemande. La différence de traitement était flagrante, tandis que la Wehrmacht était montrée défilant en formation. Les Waffen-SS apparaissaient plongés dans le feu et l'action, transmettant une image puissante et violente. Cette narration visuelle séduisit l'opinion publique. La légende était en marche. Ils étaient les élus. Cependant, cette image soigneusement construite commença à se fissurer. Lors des interrogatoires menés par les Alliés dans les derniers mois de la guerre, les premiers doutes sur leur réelle performance virent le jour. À peine 2 mois avant l'effondrement final, les services de renseignement américains commencèrent à remettre en cause le mythe des Waffen-SS. Mais il était déjà trop tard. L'idée que ces troupes représentaient le summum de la puissance militaire nazie s'était profondément enracinée.